Donc bonsoir avant tout, nous allons parler effectivement de la Corée, plus que des Corées d'ailleurs, parce qu'il s'agit sans doute de dédramatiser un petit peu cette situation qui est très largement mise en scène sur un plan médiatique et qui fait peur, qui correspond d'ailleurs un petit peu à l'objectif des gens du Nord, de la Corée du Nord, dont la capacité d'action est aujourd'hui égale à la capacité de nuisance ou d'apparence de nuisance. Donc il faut remiser d'emblée, comme vous le voyez, un certain nombre d'idées reçues peut-être, ou de clichés sur la Corée. Je vais en traiter deux, trois en introduction qui nous disent des choses sur la Corée. Le premier, qui est un peu plus énervant, c'est le pays du matin calme. Celui-là, c'est pas mal. Le pays du matin calme, alors déjà, c'est quand même assez sidérant, justement, eu égard à la question géopolitique. Comme matin calme, le résidu de la guerre froide, la péninsule aujourd'hui la plus militarisée du monde, bon, on fait mieux. Mais surtout, ça n'a jamais voulu dire ça. En fait, c'est la mauvaise traduction, pays du matin calme, par un missionnaire du 19e siècle en Chine et en Corée, qui a traduit un poème chinois à propos de la Corée, parce que la Corée et la Chine ont des intérêts mêlés, disons, qui sont vieux. Et c'est une mauvaise traduction d'un poème chinois qui voulait dire le pays des aubes fraîches. Ce qui est quand même déjà une maltraduction significative et particulièrement déplacée. Donc la Corée n'est pas le pays du matin calme, mais le pays des aubes fraîches éventuellement, ce qui correspond d'ailleurs effectivement un peu mieux à la situation géopolitique. On pourrait dire aussi le pays des douches écossaises. On a aussi des images de la Corée qui nous traversent l'esprit, souvent liées bien au cinéma, à la télévision. Et je pense à un film qui personnellement m'avait beaucoup fait rire et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait MASH, de Robert Altman. C'est le film qui en 1969 a lancé le cinéaste Robert Altman, et c'est sur la guerre de Corée. Et comme Robert Altman était très anti-engagement au Vietnam, il a fait un film ultra dérisoire, d'ailleurs à mourir de rire, sur la guerre, et sur la guerre de Corée justement. Le pseudo-sérieux de la guerre, enfin. Donc les pseudo-enjeux dans son idée. Et alors dans MASH, évidemment, les figurants étaient essentiellement vietnamiens ou japonais, et comme il n'a pas pu tourner comme il n'a pas tourné en Corée, on voit une Corée avec des palmiers, on a souvent donc, une idée méditerranéenne de la Corée, une espèce de, vous voyez, on demande souvent, paraît-il, aux Coréens s'il y a des palmiers, etc. Alors, là aussi, pour sa situation, vous voyez qu'elle est à peu près à équidistance de Paris, de New Delhi et de Sydney. Elle est sur une latitude qui la rapprocherait de celle de Lisbonne et d'Athènes, mais comme il y a sur les côtes des courants eurasiens et des vents aussi, mais enfin surtout des courants descendants de Russie, c'est en fait un pays tout sauf méditerranéen, c'est-à-dire très froid l'hiver, chaud et humide l'été, au climat très contrasté qui rappelle davantage un climat continental. Donc souvent cette image est un petit peu fausse. Il y a aussi la langue, les signes d'écriture coréens sont assez trompeurs. Bien sûr, il y a une forte influence du chinois historique, il y a beaucoup du vocabulaire qui est d'origine chinoise, qui a été acclimaté en Corée, acclimatation vocabulaire, mais c'est une langue d'abord sans ton, ce qui en fait probablement une des langues asiatiques les plus faciles à apprendre, et c'est une langue non pas d'idéogramme, contrairement à ce que les lettres coréennes pourraient laisser entendre, mais une langue d'alphabet. L'alphabet s'appelle le Hangul, et c'est un alphabet en 24 lettres, qui date, on verra, du XVe siècle, et qui donc qui était destiné à faciliter l'apprentissage, ce qui fait du coréen, malgré ce que disent les Coréens, probablement une des langues asiatiques les plus abordables pour les Européens, et qui n'est vraiment ni le chinois ni le japonais. Le japonais n'est pas forcément difficile à parler, enfin, si on accepte la codification sociale. Peut-être en coréen c'est un peu pareil, mais horriblement difficile à écrire, le chinois étant plus difficile sans doute à parler étant donné les tons. Donc pour nous c'est probablement la langue la plus accessible grâce à ce système alphabétique qui, il est vrai, fait penser à des idéogrammes. On dirait des idéogrammes chinois simplifiés, mais en fait c'est un alphabet. C'est un pays dont il faut souligner le caractère faussement facile aussi, sans doute. C'est-à-dire que, bon, il y a une vieille plaisanterie idiote qui dit « Oh mon Dieu, ce matin, j'ai jeté un caillou dans le parc, dans un parc de Séoul. » Et l'interlocuteur répond « Ah oui, mais alors tu as atteint qui ?» Il dit bah, « Devine, ah ben, indiscutablement Monsieur Kim. » « Oui, comment tu as deviné ?» Alors en fait, c'est assez facile puisque le quart des Coréens s'appelle Kim. Et puis après, vous avez quelques
patronymes très rares, Park, enfin c'est pas rare, mais je veux dire, quelques peu nombreux patronymes, comme Park par exemple, comme Chung, comme Lee. Donc à l'asiatique, le nom se met en premier, hein, Ban Ki-moon, son nom de famille est Ban, son prénom Ki-moon, c'est faussement facile ou faussement unifiant, parce que on ne dit jamais Kim. On dit Kim de Kyongju par exemple, ou Kim de telle région. Ce qui renvoie, pour l'interlocuteur, et Kim de Kyongju par exemple, c'est un grand clan aristocratique, à des clans, parce que la société est essentiellement clanique. Ce qui renvoie à des positions géographiques, à des positions claniques, et donc à des positions sociales de prestige relatif. Donc quand la personne se présente, on a déjà une bonne idée de son background, qui est d'ailleurs pour elle l'essentiel. Donc je dis c'est faussement pénétrable, non pas que les étrangers soient mal accueillis d'ailleurs en Corée, loin de là, mais il y a un système de codification de société confucéenne. J'y reviendrai. Dans le confucianisme, il n'y a pas d'individu abstrait. Nous avons pensé le sujet, Descartes, le sujet des Lumières, enfin l'être abstrait, capable de s'auto-gouverner par la raison, dont on déduit plus ou moins le réel, on essaie de lui faire coller. En Asie, dans le confucianisme en tout cas, il n'y a pas l'homme comme tel, il y a l'homme en relation avec. Pour comprendre le confucianisme, d'ailleurs le meilleur livre que j'ai jamais lu, c'est Le Détour et l'accès de François Julien. Il est très décrié, François Julien. Il est de bon ton maintenant de le décrier, parce qu'il n'est pas sinologue. Mais c'est très brillant pour faire comprendre ce qu'est le confucianisme. En même temps d'ailleurs que la biographie romancée de Confucius, de Hiroshi Inoue, le grand écrivain japonais. Donc il y a l'homme en relation avec. Donc l'homme est toujours pris dans un entre-là de relations. Dans le confucianisme, il y a quelques relations fondamentales. La relation empereur-sujet, la relation père-fils, la relation frère aîné, frère cadet, la relation d'époux. Donc femme, époux. Donc effectivement, c'est une société très confucéenne dans laquelle le clan l'emporte sur l'individu et dans laquelle on peut situer donc, malgré les peu nombreux patronymes, la personne par rapport justement à son background clanique. Donc, grande différence avec d'autres traditions d'usage que là aussi c'est très peu connu, mais par exemple Kim Jong-il, le défunt dictateur de Corée du Nord, a 3 fils, hein, qui tous ont dans leur prénom la syllabe Jong. Un prénom masculin en Corée, c'est 2 syllabes, sauf exception. Donc, il y a Kim Jong-nam, il y a Kim Jong-chun et Kim Jong-un, qui est le 3e désigné comme successeur. Donc, il y a une ritualisation de l'usage des noms et des prénoms qui, en fait, renvoie à des choses extrêmement précises qui donnent bien l'image d'une Corée relativement faussement simple. Alors, la Corée joue volontiers le jeu des clichés, d'ailleurs. Hein. Elle vend le pays du matin calme à travers tout un marketing elle vend la spiritualité, c'est le pays d'Asie où il y a le plus d'athées déclarés dans le monde, mais c'est pas grave, d'Asie et du monde, mais elle vend un pays de spiritualité, de méditation bouddhique, bon, c'est un peu, c'est typiquement coréen, de jouer sur cette mercatique, alors en fait c'est un pays extrêmement urbanisé, dans lequel il y a énormément de très grandes villes, dans lesquelles d'ailleurs on a pris conscience récemment que la nature est un bien rare, etc. Bon. Donc, là aussi, elle joue volontiers ce jeu des clichés, peut-être d'ailleurs pour se livrer moins, parce que c'est un pays encore que je crois volontiers assez faussement ouvert, enfin difficilement pénétrable. Il y a des choses d'ailleurs un petit peu surprenantes. La Corée a des recherches publiquement financées sur la génétique du peuple coréen, dont on a conclu il n'y a pas très longtemps qu'il n'y avait strictement aucun rapport avec les Chinois ni avec les Japonais. Donc on voit bien que c'est un peu aussi le vecteur d'une forme de patriotisme quelque peu exacerbé. Et puis il y a des points délicats, là aussi, dans cette société peut-être faussement pénétrable. Les mariages mixtes ils sont possibles, mais pas toujours très faciles, parce qu'on aura peur que voilà, un Coréen épousant une étrangère, surtout elle ne sache pas transmettre les rites des ancêtres à ses descendants. Vous avez des cas tragiques, hein, notamment d'enfants nés d'unions de soldats étrangers, notamment américains, avec des Coréennes. Un footballeur célèbre coréen a dû lancer récemment une fondation pour secourir ces gosses totalement à l'abandon dans la société et qui en fait ne sont rien socialement aux yeux de cette société. Donc il y a des choses quelquefois un petit peu surprenantes au-delà de l'ouverture apparente. Puis je pense à certains côtés réels, c'est vrai, de cette société, de son ouverture sur le monde, mais il faut bien comprendre qu'on a une société qui est codée très différemment de la nôtre, évidemment, et de manière très spécifique, et qui ne se confond pas avec d'autres sociétés qui pourtant l'ont influencée. Alors, je vous propose tout simplement de faire un petit panorama historique, de parler de l'état actuel de la Corée, c'est-à-dire en fait des Corées,
et puis d'en envisager la perspective, les perspectives inquiétantes ou rassurantes selon un peu les points de vue. Dans le fond, dans l'histoire de la Corée, il y a eu quelques étapes assez claires. Il a d'abord fallu que les Coréens se constituent comme peuple. Ce sont des gens qui sont arrivés du Nord, essentiellement. Il y a eu tout un substrat de chasseurs-cueilleurs dont on ne sait pas grand-chose. Et au premier millénaire, au-delà de la mythologie situe évidemment une mythologie d'enfantement du premier roi par un dieu qui aurait pris la forme d'un tigre, en fait de matin calme, par la forme d'un tigre, donc qui fait partie de la mythologie coréenne, et ça remonterait à une date de 1133 avant Jésus-Christ. Ça va être un peu mythique, en fait, il y a eu une descente de peuplades mandchoues, sibériennes notamment, vers le sud, qui ont apporté, de Mongolie également, qui ont apporté avec eux un certain nombre de techniques qui ont permis la sédentarisation de la population et le substrat du peuple coréen. Ils ont apporté la riziculture, ils ont apporté la sidérurgie et le chamanisme, évidemment, de Sibérie. Tout ça dans le premier millénaire, c'est un processus très progressif de constitution d'un peuple par agrégat de ces, je ne sais pas si on peut dire envahisseurs, à l'époque de ces peuples venus vers le sud et du substrat de population qui existait. Très tôt, la Chine s'intéresse à la Corée. Attends, il y a quelqu'un, oui. Puis-je poser une question? Oui. C'est simplement, géographiquement, est-ce qu'il y a une explication qui fait qu'il y a la Corée qui existe? Parce que la Chine est immense. Oui. Et donc, pourquoi cet endroit-là, il y a un pays? C'est historique et j'y viens plus tard. D'accord, ok. Ils sont d'abord constitués il y a un peuple qui a existé de manière, par le mélange, mais qui s'est constitué différemment par rapport aux Japonais et aux Chinois. Ce ne sont pas des Han et ce ne sont pas des Japonais. Et donc, ensuite, donc, ces peuples ont apporté avec eux un certain nombre de techniques, et effectivement, et très tôt, ils n'ont pas tout de suite évidemment constitué de nation, contrairement à la Chine, dont la première unification date de 211 avant Jésus-Christ, premier empereur de la Chine. Et très tôt, ils s'intéressent à la Corée, parce que la Corée est une péninsule d'accès à la mer, et qu'il convient d'ailleurs... Présentation. Oui, je le dis. Ok, Ah, est-ce qu'on voit mieux? Oui. on n'arrête pas le progrès. Oui, c'est formidable. Donc, effectivement, donc, la Chine s'y est très tôt intéressée, parce qu'effectivement, ça permettait de verrouiller définitivement sa façade maritime. Et en 108 avant Jésus-Christ, la Chine installe 4 garnisons, de manière à soumettre ces peuplades, et la péninsule coréenne devient une forme de, enfin pas de colonie, mais de point de contrôle, ce qu'on parle un peu au limès romain en réalité. Et à partir de là, justement, la Chine apporte d'abord l'écriture, elle apporte le bouddhisme et elle apporte le confucianisme, des valeurs qui pénètrent dans la population coréenne. Mais à partir de là, la Corée va se constituer contre la Chine. C'est pas très rare d'ailleurs, l'Asie est constituée de 2 grands univers culturels d'influence, il y a le monde indien et le monde chinois, et les fractures abondent dans ces 2 mondes parce que très souvent, les puissances, les petits pays, si j'ose dire, par rapport à ces 2 géants, se sont constitués contre la grande puissance. C'est vrai du Vietnam, absolument. Quand bien même il y a eu une implantation de structures politiques, de culture, d'écriture, c'est vrai totalement de la Corée. Donc à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ça commence un petit peu à bouillir en Corée, à bouillonner, et c'est le moment où, après être un peuple, la Corée se constitue comme nation. Elle se constitue lentement comme nation. Il y a, dès cette époque, une assez forte division nord-sud. Il y a 2 grands royaumes à partir du 4e siècle après Jésus-Christ qui se constituent. Il y a le royaume de Shilla, le royaume de Baekje, et puis il y a au nord un grand royaume à grande tradition guerrière qui s'appelle Goryeo. Et le royaume de Shilla, s'alliant avec les Tang, avec la dynastie chinoise, réussit à unifier toute la péninsule dans sa dimension actuelle. En 668 après Jésus-Christ, c'est la réponse à votre question, en un pays unifié, unifie la Corée. Et c'est un royaume qui hérite, dans le fond, des traditions de ce qu'était le royaume du Nord, Goryeo, c'est-à-dire un royaume aristocratique, aux valeurs éminemment guerrières, et dont l'histoire est en fait l'histoire d'un gigantesque conflit avec la Chine. Donc le royaume de Silla, en 668, unifie toute la Corée,
autour, encore une fois, de valeurs aristocratiques guerrières, et vraiment dans un antisémisme, on peut dire, absolument militant, qui est historiquement un des grands constituants de la nation coréenne. Donc, contre les Chinois, ça c'est véritablement constitué. Les témoignages de cette époque donc, sont... donc ça dure du 7e au 10e siècle à peu près. Il y a une première œuvre administrative, une édification, alors, il y a une influence très forte des formes de pouvoir chinois. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on veut s'assimiler aux Chinois, absolument au contraire. Ensuite, il y a un tournant un petit peu dans l'histoire quand l'hégémonie passe du royaume de Jilla, à partir donc, du 7e jusque vers au 10e siècle, qui a réussi à assimiler le royaume de Goryeo. Et en fait, le royaume de Goryeo se réveille et prend à son tour, réunifie au profit du Nord cette fois-ci, la péninsule. Ça dure jusqu'au XIIIe siècle à peu près. Donc il y a vraiment 5 siècles de constitution de la Corée comme nation, sous l'égide de potentats différents, de royaumes différents. Il y a eu quelques, notamment un art assez différent. Vous connaissez les céramiques Vercéladon, oui. sublime. Voilà, ça c'est tout à fait l'époque de Goryeo, hein, c'est du 10e au 13e siècle, où vraiment se constitue contre la Chine. Et puis ensuite, la Chine elle-même est envahie par les Mongols, qui passent d'abord par la Corée, et qui arrivent de Mongolie, font un détour par l'Est et envahissent en premier lieu la Corée en 1231, et ensuite ils prennent Pékin en 1271. Alors la Corée est complètement colonisée par la Mongolie, mais par les Mongols. Mais c'est un autre moment de sa constitution comme nation, c'est la première phase de la constitution, c'est la lutte contre la Chine. La lutte contre les Mongols, ça dure à peu près un siècle. Ils sont colonisés fin 13e et fin 14e. La Corée restaure son indépendance sous une nouvelle dynastie qui s'appelle les Li. Et elle est cette fois-ci complètement unifiée dans sa dimension actuelle, dans un royaume qui s'appelle Joseon. Joseon, on dit J-O-S-E-O-N. Le royaume de Joseon est vraiment la consolidation de la nation coréenne. Consolidation de la nation coréenne, le système de pouvoir s'inspire des Ming. Les Ming reconquiert la Chine, la dynastie Ming, ça dure de 1370 à 1644. C'est le dernier Ming qui a été chassé par les Mandchous en 1644, et donc un système de pouvoir inspiré bien sûr des Chinois, mais qui reste en place de la fin du XIVe à la fin du XIXe siècle. Donc Joseon, c'est le nom de la Corée, unifiée, dont on a vu qu'elle est facilement divisible entre nord et sud, mais elle s'unifie quand même comme nation avec un fort sentiment national qui s'est construit contre la Chine, aussi contre les Mongols. Elle acquiert également son vrai substrat culturel qui est le confucianisme. Le bouddhisme, à l'époque des dynasties précédentes, et notamment à l'époque du royaume de Goryeo, était devenu un véritable État dans l'État. Le clergé bouddhique opposait des résistances au prince, et donc on a préféré le confucianisme, qui d'ailleurs n'est pas à proprement parler de religion philosophique, que de philosophie religieuse, et qui privilégie effectivement le sens de l'homme dans ses rapports, qui se prête probablement mieux à la justification du pouvoir que le bouddhisme, pour lequel on peut penser que le pouvoir n'est pas tout à fait la problématique essentielle. Alors, il y a de très grands princes Li, et notamment le plus grand, c'est le roi Sejong, c'est le 15e siècle, et c'est lui qui invente, entre autres choses, le hangul, l'alphabet à 24 lettres. On renonce aux idéogrammes, très peu pratiques pour transcrire une langue sans ton, compliqué, lourd. Dans le rescrit de Sejong, il y a l'idée que, comme cela, la langue pourra être écrite et ressaisie par beaucoup de monde. Ça, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, ça pourra être saisi par beaucoup de monde. En vérité, c'était pour faciliter, c'est un objectif de pouvoir, l'alphabet, c'est pour faciliter la transmission des ordres, la centralisation du pouvoir, assurer le renouvellement des classes de lettrés, etc. C'est un objectif de type napoléonien, bien entendu, c'est un peu comme le bac de Napoléon, l'alphabet. Mais tout de même, c'est une simplification de l'écriture, une capacité à transmettre la langue, et alors vraiment là, une volonté très claire de se différencier de la Chine, une fois de plus. À partir de là, la Corée, elle acquiert un peu son positionnement géopolitique. Vous voyez,
On a dit pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis. C'est un peu pareil pour la Corée. Je ne sais pas si elle est loin de Dieu, mais en tout cas, elle est bien près de la Chine, elle est bien près du Japon. Et dans le fond, la décadence de la dynastie Li viendra des ambitions contrastées et opposées de la Chine et du Japon, auquel viendra s'adjoindre au XVIIIe siècle la Russie. Ça deviendra l'objet d'une triangulation. La Chine, par exemple, alors on voit bien que la Corée, et c'est aussi un réponse à votre question, est un verrou. Il est bien évident que pour le Japon, s'il veut envahir l'Asie, il lui faut la Corée. C'est même la première étape. On ne peut penser une invasion efficace de l'Asie qu'à partir, et je dirais même sur la base de la Corée, qui irradie un petit peu, on verra peut-être mieux sur l'autre carte, c'est joli ce bleu. Et donc, bon, pour la Chine, c'est pareil. Si elle veut éviter l'invasion, la Corée est très facilement un de ses glacis. En tout cas, est indispensable à sa défense efficace, parce que là, certes, il y a une zone très montagneuse, mais enfin, il n'y a pas grande défense naturelle. Alors, il y a comme ça des mouvements de balancier. Il y a une invasion des Japonais, déjà, au XVIe siècle, toute fin du XVIe siècle, 1592. Ils veulent passer par le royaume de Joseon, disent-ils, c'est-à-dire par la Corée, pour envahir la Chine. Fin XVIe. La Corée refuse, évidemment. Donc, le Japon l'envahit. Alors, c'est une lutte de 6 ans. C'est la première grand affrontement de la Corée et du Japon. Il y avait déjà eu beaucoup de piraterie au début du royaume de Joseon, au début du XIVe, XVe siècle. La dynastie Li s'est imposée à la fois contre les dynasties Manchu, contre les Ming, et contre les pirates japonais. Mais donc là, c'est la première guerre frontale entre le Japon et la Corée, début d'une très longue inimitié. Ensuite, ils sont envahis au XVIIe siècle par les Mandchous, justement, par la dynastie Mandchou qui a conquis la Chine sur les Ming en 1644. Ils refusent, les Coréens, le royaume de Joseon refuse la vassalité vis-à-vis de la Chine. Donc ils sont envahis par la Chine qui obtient la vassalité. Mais du coup, en échange, en réalité, vassalité, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la Chine, vous connaissez l'extraordinaire récit, un des premiers ambassadeurs, je ne parle pas des jésuites, mais des premiers ambassadeurs anglais parvenus au XVIIIe en Chine. Ils apportent quelques cadeaux et le roi d'Angleterre reçoit d'improbables lettres de l'empereur disant écoute, puisque par tes cadeaux tu t'es reconnu mon tributaire et vassal, je t'accueille volontiers à ma cour. Enfin, en plein rêve, évidemment sur la hiérarchie des puissances. Hein. C'est cette vision concentrique de la Chine. Il y a l'empire du milieu, et puis il y a un cercle de ses amis affidés et vassaux, et puis il y a les ténèbres extérieures, qui ont une assez grande permanence dans la politique étrangère chinoise, si on en croit l'histoire récente, si vous voulez y revenir. Donc il y a la vassalité tributaire, mais il reste très autonome. Cela dit, l'invasion chinoise du XVIIe siècle déclenche, ma foi, une forme d'anémie de la Corée, enfin de renfermement de la Corée sur elle-même. Dans cette vassalité autonome, bon, on sent bien qu'on ne peut plus agir très librement sans l'aval de la Chine, donc le pays tend à se refermer, à se refuser, un peu sur le modèle japonais, à la présence des étrangers pour le coup, ce qui fait beaucoup d'unification de la société avec elle-même, mais aussi beaucoup de retard. Il y a une espèce d'évolution à l'espagnol, avec une aristocratie ultra-rentière, très peu d'innovation, puis une décadence de la Corée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et là, on voit bien que la Corée est vraiment en ballottage entre les ambitions de la Chine et les ambitions du Japon. Ça se complique un tout petit peu, mais pas tant que ça, c'est toujours les mêmes objectifs. À la fin du XVIIIe, où la Russie débarque. La Russie arrive ici, à Sakhaline, et puis à Vladivostok en 1789, pour être précis, sur la fin du XVIIIe siècle. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour la Russie, dont l'objectif géopolitique, à partir de Catherine II, disons, est l'accès aux mers chaudes. La défense de la Russie repose sur l'accès aux mers chaudes. Vladivostok, c'est bien, mais ça gèle en hiver, le port. Pas terrible. Alors on n'est pas vraiment dans les mers chaudes. Alors la Corée présente deux avantages. D'abord, si on la contrôle, on a accès aux mers chaudes. La mer Jaune et surtout les mers de Chine. Donc on peut avoir accès. Et puis surtout la Corée, par le passage du Japon, est un accès direct sur l'océan Pacifique. C'est le verrou qui, si on contrôle, permet l'accès à l'océan Pacifique. Donc la Russie commence à avoir, développe, disons, vraiment très fortement des ambitions mondiales. De l'autre côté, il y a les États-Unis,
qui veulent devenir une grande puissance pacifique. Et qui, pour cette raison, font la canonnade de 1867-68, avec le Commodore Perry, qui force l'ouverture des ports japonais à la canonnière. Le Japon est enfermé sous l'ère des Tokugawa, le shogunat des Tokugawa, depuis les années 1616, et interdit aux étrangers, à part dans deux ports, notamment Nagasaki, où il y avait, on autorisait au compte-gouttes les étrangers à tenir comptoir, mais enfin, ils vivaient entre eux, ils n'avaient pas du tout, parce qu'on a eu peur, évidemment, au début du XVIe siècle, de l'influence et de la trait des poudres, qui a été le christianisme. Donc les Américains forcent donc l'entrée des ports japonais et les Russes arrivent vers Vladivostok. Normalement, les choses, toutes choses égales par ailleurs, et sans la révolution de Meiji, la Corée aurait dû entrer dans l'escarcelle russe. La Chine est en plein d'affaiblissement depuis 1842, les guerres de l'opium, les traités inégaux qui font d'elle une quasi-colonie. La Russie a carte ouverte, si j'ose dire, pour devenir une grande puissance des mers chaudes et de l'océan Pacifique. Mais avec Meiji, le Japon se réveille, comme on sait. Il adopte de manière tout à fait extraordinaire ce qui marche le mieux en Occident, et ça lui donne des ailes impérialistes en l'occurrence, et il se lance dans l'affirmation de sa puissance. C'est la montée en puissance du Japon sur la fin du XIXe siècle. Et cette puissance, il va l'affirmer en deux coups d'éclat. Le premier, pas très glorieux, le second, très glorieux. Le premier, c'est la guerre sino-japonaise de 1894-1895, que gagne le Japon, qui se termine par le traité de Shimonoseki. C'est pas une question, c'est le nom du livre. Donc, le traité de Shimonoseki, qui donne au Japon la souveraineté sur Taïwan, et qui arrache la Corée au tributariat, je ne sais pas comment on dit, au tribut de la Chine. Donc la Corée devient en vérité, dès cette époque, un quasi-protectorat japonais. Elle ne paye plus tribut à la Chine, et la Chine doit se défaire de ses intérêts coréens, de sa suzeraineté, en vérité devenue théorique avec sa décadence, mais enfin qui existait nominalement sur la Corée. Et la Chine et le Japon héritent également de Taïwan. On voit bien là l'ambition géopolitique qui est celle d'une conquête et d'une soumission de la Chine, qui commence très logiquement par la Corée et avec la base extraordinaire pour se faire qu'est Taïwan également. Deuxième coup d'éclat, alors celui-là inattendu et qui a littéralement stupéfié le monde, c'est la guerre russo-japonaise de 1905, qui se termine elle aussi par une victoire du Japon. Ce qui lui donne la maîtrise totale de l'Extrême-Orient. La Chine est neutralisée, elle a complètement échoué dans ses tentatives de réforme. C'est la politique des concessions de souveraineté territoriale de la Chine à partir de la guerre de l'opium. Il y a eu un mouvement de lettrés intéressant autour des années 1865 pour la faire un petit peu à la Meiji, etc. Mais ça a complètement échoué. Donc elle est réduite à Couillat. La Russie est éliminée véritablement de l'Extrême-Orient. On a sa revanche plus tard, sous la forme stalinienne. Et donc le Japon entre en scène, devient le suzerain de la Corée, et pour faire bonne mesure et assurer son ambition, c'est sa première véritable conquête. En 1910, voilà, le Japon colonise carrément la Corée. Puisque sur ces modèles occidentaux, il ne voit pas pourquoi il resterait sur le dindon de la farce à ne pas avoir de colonie, après tout. Donc il commence à développer l'idée de l'hyperpuissance asiatique, d'asiatisme à son avantage. Là aussi, thème, on parlera à propos du Japon, et là, ça c'est en vogue aujourd'hui. Alors évidemment, c'est le deuxième heurt direct Corée-Japon. Alors celui-là est dans toutes les mémoires. Le Japon en Corée, c'est l'ennemi héréditaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, il a laissé une haine féroce, comme dans beaucoup d'autres pays, à vrai dire. C'est une des grandes fractures de l'Asie, bien entendu, que cette haine Corée-Japon. Il y a une réconciliation de façade forcée par les Américains, il y a du tourisme japonais en Corée, il y a de la coopération économique, on y verra. Enfin, c'est quand même vraiment
l'histoire du cinéma coréen abonde de films avec les dieux japonais, les complans japonais, etc. Donc c'est vraiment c'est une grande fracture, parce que le Japon, bon, à partir des années 10, a vraiment développé une idéologie impérialiste très raciste en vérité, très militariste. Ça vient de pire en pire. Dans les années 20, dans les années 30, c'est un authentique pays fasciste, avec toutes les joyeusetés du genre, et puis la conquête de la Mandchourie, l'ère de la zone de coprospérité asiatique, enfin bon, et puis toutes les horreurs qui vont avec. Nous n'avons pas que des bons souvenirs, et nous n'avons pas traité nos colonies avec beaucoup d'humanité, mais enfin le traitement de la Corée par le Japon a battu quelques records, peut-être même ceux de Léopold II. Donc, bon, donc il y a vraiment là un souvenir extrêmement désagréable, et vraiment une ligne de fracture. Comme vous le savez, et on arrive vraiment à l'histoire contemporaine, le Japon s'effondre en 1945, et très courageusement, Staline lui déclare la guerre, le 9 août 1945. Donc, vraiment, franchement, un énorme enjeu. Il déclare la guerre au Japon. Et le Japon capitule le 15 août 1945. Du 9 au 15 août, les Russes rentrent en Corée. L'objectif, la revanche d'un plat qui se mange froid. Donc, 2 siècles après, ils débarquent et ils envahissent la Corée, qui est donc possession japonaise. Ce qui prend les Américains par surprise. En 1945. Alors, pour faire une mesure, ils disent aux Russes, bah, écoutez, occupons chacun la moitié de la Corée. Et la division des deux, la moitié, ça fait à peu près cette ligne-là, qui est la ligne du 38e parallèle. Les Américains, les Russes sont débarqués du 10 au 15, et qu'est-ce qu'ils font en arrivant? Pouf, ils installent une administration sous gouvernement russe. C'est la même tactique que partout. Libérer le pays avec l'armée rouge, et puis après y rester. On promet tout ce qu'on veut à Yalta, à Roosevelt, qui a cru plus ou moins, plus que moi d'ailleurs, et avec l'intention de garder évidemment ses possessions, ses zones d'influence. Donc les Américains proposent, disent bon, le 38e parallèle, c'est accepté. Les Américains se précipitent à leur tour en Corée en septembre. Parce qu'ils ne sont pas persuadés que les Soviétiques vont s'arrêter vraiment au 38e parallèle. Pour l'instant, ils sont occupés à construire une administration. Les Américains, en arrivant, font pareil. Ils choisissent Séoul, comme on dit, Séoul, dans la transcription américano-française. Donc, ça se dit Séoul, en fait. Donc, ils prennent Séoul et ils installent à Séoul, là aussi, une administration militaire sur le modèle de ce qu'ils font dans la mer de l'Ouest. Ni plus ni moins. À partir de là, les dirigeants coréens, revenus au pays souvent, chassés par l'occupation japonaise, etc., ou qui ont été résistants au Japon, on verra les exemples célèbres, essayent d'obtenir à la fois la libération de leur pays, bon, et puis l'indépendance. Ce qui se passe relativement mal. Parce qu'à partir de 1946, 1947, le monde se divise en deux, et il va se jouer en Corée un classique scénario Est-Ouest. Le même qu'en Europe orientale, absolument le même qu'en Allemagne. Donc tout à fait classique. De 1945 à 1948, les deux camps s'observent, se fracturent, donc peu à peu la frontière du 38e parallèle tend à s'étanchéifier, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus sortir, une méfiance, etc. Et puis l'ONU demande aux autorités d'occupation d'organiser des élections générales. Le Sud, sous administration américaine, accepte l'idée des élections générales. Le Nord, déjà soviétisé communiste, où déjà règne Kim Il-sung, le cher et grand leader, et bien donc, qui n'est pas encore d'ailleurs, refuse les élections générales. À partir de là, c'est joué, puisque les élections générales ont lieu en 1948. En août 1948, au sud du 38e parallèle, se proclame la République de Corée, comme se proclamera la République fédérale allemande, et bien entendu, en représailles, les soviétiques, dans leur zone d'occupation, font déclarer la République populaire et démocratique de Corée. Donc la partition est faite en 1948,
Exactement, ce qui correspond à le 10 février 1948, le coup de Prague, qui est la définitive coupure, pour 40 ans, de l'Europe en deux. Donc c'est vraiment le jeu Est-Ouest qui a voulu la division de la Corée. C'est assez paradoxal dans un pays où le sentiment national est très très fort. Il y a déjà eu des divisions nord-sud, d'accord. Enfin, le sentiment national est très très fort. La patrie d'ailleurs est vécue comme une sorte de famille, où il y a une unité linguistique et ethnique très forte aussi, une unité religieuse et de spiritualité. À partir du 19e, il y a une grande pénétration du christianisme, alors, particulièrement à Pyongyang d'ailleurs, sous la forme d'un protestantisme assez rigoureux. Il y a une grande pénétration religieuse, donc c'est un destin finalement relativement étrange. À partir de là, évidemment, les deux pays vont gravement diverger. Ils vont gravement diverger malgré des tentatives de réunification. La première tentative de réunification, comme chacun sait, voilà, s'appelle la guerre de Corée. La guerre de Corée. Alors, il y a eu plusieurs thèses sur comment, pourquoi elle s'est déclenchée. En réalité, depuis l'ouverture des archives soviétiques, on sait que c'est un plan conçu par Kim Il-sung. Je reviendrai sur Kim Il-sung et sur le régime après, et qui a été validé par Staline depuis l'ouverture des archives du Kremlin, qui ont l'ouverture a pris beaucoup de choses sur beaucoup de choses et beaucoup de gens. C'est en juin 50, le 25 juin 50, il y a une attaque surprise le long du 38e parallèle de l'armée nord-coréenne, Corée du Nord, République démocratique et populaire, à peine constituée. Une attaque surprise. Comme le Sud a peu de moyens de se défendre, assez peu défendu à l'époque, par les Américains qui s'y attendaient absolument pas, il n'y a pas énormément d'armes, et immédiatement de grands succès, avec une progression très rapide vers le sud de l'armée populaire, de l'armée de la Corée du Nord. Séoul, je rappelle, est à 48 km de la frontière. Incheon, le grand port de Séoul, est à 36 km de Séoul, il doit être à 36-37 km de la frontière. La capitale est donc tout à fait exposée. Alors, donc il y a une grande pénétration très rapide, avec une prise de Séoul, etc. Réaction est assez rapide des Américains. Ils font déclarer à partir du mois d'août l'agression nord-coréenne et constituer un mandat de l'ONU avec un corps expéditionnaire plurinational. Il y a 26 nations, dont la France, qui prêtent des contingents essentiellement américains. Et ils font une contre-attaque à partir d'Incheon pour prendre à revers la Corée du Nord. Prendre à revers les troupes coréennes qui ont commis une erreur classique, militairement s'engager trop profond dans le pays sans assurer leurs arrières. Les Alliés connaissent de grands succès et y parviennent à la fin de l'année 50 sur la frontière chinoise. Alors là, la guerre va prendre un tout autre cours, absolument, sans occuper tout le pays, mais ils parviennent jusqu'à la frontière chinoise, avec l'idée d'encercler, d'un mouvement tournant, d'encercler totalement les troupes du Nord et de vaincre l'armée du Nord. Alors, c'est l'entrée à ce moment-là des Chinois en guerre. En fait, pas officiellement. C'est l'entrée des volontaires chinois. Le pays communiste depuis 1949. Donc des volontaires chinois s'inscrivent pour aller libérer les frères coréens du joug de l'impérialisme, dans un acte de volontariat tout à fait admirable et spontané des masses. Et donc, effectivement, du coup, il y a une déferlante énorme par centaines et centaines de milliers d'hommes qui entraînent le front vers le sud. C'est où les reprises en 51. Il y a eu d'énormes destructions à Séoul, notamment le grand quartier historique qui est en voie de reconstruction, enfin dans la construction d'ailleurs, nous en parlait tout à l'heure, je pense bien avancé. Ils reconstruisent d'ailleurs de manière parfois étrange. Mais, donc effectivement, il y a de nouveau... Alors à ce moment-là, l'ambassadeur soviétique, les soviétiques ne sont pas intervenus, intervient l'ONU et demande la négociation d'un armistice. 3 millions de morts, gain territorial des deux parties zéro, 3 millions de morts et blessés. Gain territorial zéro, tout le monde en a un petit peu ras-le-bol, le Nord réalise que son projet n'est pas réalisable, le Sud a été très violemment attaqué et a subi beaucoup de destruction, plus que le Nord d'ailleurs, et donc l'idée de l'armistice est acceptée. Il décide à Panmunjom, c'est un petit bled à 20 km à l'époque, c'est une petite bourgade à 20 km au nord de Séoul, où siège la commission d'armistice, et donc à ce moment-là, la frontière est bétonnée, sur le 38e parallèle, avec, donc elle fait près de 250 km de long, et il y a ce qu'on appelle la DMZ, la Demilitarized Zone, la zone démilitarisée, qui elle fait 4,5 km de large. Alors depuis, il y a 1 million d'hommes à peu près de part et d'autre. C'est un armistice, c'est pas une paix, c'est un chien de faïence, et c'est toute l'histoire des rapports entre les deux Corées. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc
Donc à partir de l'armistice de Panmunjom, le 20 juin 1953, les deux pays sont définitivement séparés avec un armistice armé. Il n'y a pas de traité de paix. Officiellement, ils ne sont pas en paix. Même s'ils ne sont plus vraiment en guerre, parce que l'armistice est signé, ils ne sont pas non plus véritablement en paix. Donc, on voit que en partant d'une édification, d'une idée nationale, d'une unité nationale, fondée culturellement, fondée religieusement, fondée philosophiquement, etc., on est arrivé à cette division par les hasards de l'histoire, véritablement. Ce n'est pas une division très profonde. Ce n'est pas une division... à la limite, c'est un pays moins divisé, quelque chose qui va surprendre, mais que l'Ukraine. L'Ukraine, culturellement, c'est un pays qui est louche, qui a un strabisme divergent, c'est-à-dire qui regarde, il y a une partie qui regarde vers la Russie, qui a été très proche des Russes, etc. Puis il y a une partie qui est de culture polonaise et de langue historique polonaise, qui a fait partie de la grande Lituanie-Pologne, et qui regarde vers l'Occident. C'est d'ailleurs toute la lutte politique extrêmement forte qu'il y a en Ukraine depuis des années. On peut penser qu'il y a deux cultures vraiment divergentes, presque deux peuples, qui se ressemblent peu. La Corée, elle ressemble fort à l'Allemagne, évidemment, parce que la division est récente, qu'elle n'est vraiment fondée sur pas grand-chose d'autre que les hasards de l'histoire, et les hasards de la progression du communisme et de son rollback à partir de 1948, de son containment en 1948, tout simplement. Donc aujourd'hui, eh bien, comme chacun sait, il y a deux États coréens qui se ressemblent, vu de l'extérieur, quand même de moins en moins. Et la perspective est-elle celle d'une réunification? C'est ce dont nous parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, parlons de ces deux États, justement. Parlons de la Corée, de des Corées telles qu'elles existent, j'ai pas fait une bêtise. Des Corées. Non, il faut cliquer peut-être en bas à droite, c'est ça? En bas à droite pour qu'on ait le diaporama. À gauche, à gauche. Excusez-moi. À gauche. Didi, on a besoin de tes lumières. Là. Oui, en plein écran, d'accord. Moi, j'essaie de le trouver. Pas. Non, c'est juste, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, hop. Là, mais il faut diminuer le... Oui. Réalisation matérielle. On est passé à 404%, alors donc c'est pas ça. Non, mais baisse ça déjà. Je m'y efforce. Et maintenant, c'est le bouton, voilà. Celui-là. Non, non, celui qui était juste à droite. Non, c'était celui juste à droite. Excusez-moi, mais quand je suis sur cette icône, ça m'indique plein écran. Ben voilà, non, ben c'est celle d'après. Lecture plein écran. Ben celle d'après. Non, c'est ça. Mais par contre, il faut cliquer avec le gauche. Voilà. Donc, oui. Donc aujourd'hui, on a deux pays effectivement, assez séparés dont on va essayer de parler. La Corée du Nord, donc en carte d'identité, aujourd'hui c'est 25 millions, un peu moins, d'habitants. C'est un pays qui est plus grand de 20% que la Corée du Sud, puisqu'il fait un peu plus de 120 000 km². Ils crèvent tous de faim. Alors, oui, évidemment. Et c'est surprenant qu'ils crèvent tous de faim parce que au début du régime, enfin, dans les années 45, 55, c'est un pays où, c'est au nord que se situe l'essentiel de la structure industrielle historique, notamment autour de Pyongyang ou de Kaesong. C'est un pays qui a l'avantage sur le plan de la sympathie de l'opinion publique internationale et notamment intellectuelle occidentale. Picasso a peint un massacre en Corée dans la lignée de Guernica où les États-Unis sont nettement, et donc le Sud, associés à l'idée de fascisme. Donc il y a une forme de sympathie pour la Corée du Nord qui a hérité de l'essentiel de l'industrie. Et le régime enfin, est vraiment créé par quelqu'un d'assez inattendu qui s'appelle Kim Song-ju, qui reprend le nom de Kim Il-sung, le cher et grand leader. Kim Il-sung, c'est un nom qu'il reprend d'un des plus grands résistants anti-japonais des années 10. Quand les Japonais sont arrêtés, il y a eu un Kim Il-sung, qui a été un chef de bande armée du nord de la Corée du Nord, qui est passé à la postérité comme un grand héros. Il reprend son patronyme, toujours dans cette vision granique, pour s'associer au prestige du personnage. En vérité, on le connaît peu, Kim Il-sung. Évidemment, comme tous les dirigeants communistes, il a une biographie
dorée sur tranche, hein, refaite complètement. Enfin, c'est le lifting biographique assuré qui fait de lui un des grands héros de la résistance anti-japonaise. Bon, en fait, il a été membre de la guérilla anti-japonaise. Ensuite de quoi, quand les Japonais ont réussi quand même véritablement à la mater, il est allé s'engager dans l'armée rouge. Donc, c'est pas trop ce qu'il a fait, bien entendu. Il est assez inconnu, même totalement inconnu, quand il est ramené en 1946 par les Soviétiques en Corée. Et à partir de là, donc ce personnage va gravir les échelons, quand on est aidé par les Soviétiques, ça aide, et éliminer tout le monde. C'est noblesse oblige, le film. J'élimine tous les obstacles au titre, et je termine seul. C'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à 1948, il y avait l'option préférentielle des Coréens, c'était évidemment pas les communistes, hein, c'était les nationalistes, qui avaient été très en pointe, les nationalistes coréens, dans la lutte anti-japonaise, un peu sur le modèle grec, hein, si vous voulez, et qui étaient très populaires dans les rangs, dans le peuple coréen, au nord comme au sud. Alors, la première cible de 1946 à 1948 de Kim Il-sung, c'est d'éliminer les nationalistes. Ce qu'il reste de maquis nationaliste, qui s'est reformé, on ne peut pas dire en partie, mais en faction, à partir de la libération du joug japonais en 1945. Donc il y a une forme de guerre civile au nord, hein, un peu sur le modèle grec, encore une fois, entre les nationalistes et les communistes, que gagnent les communistes, évidemment, puisqu'il y a l'armée rouge qui est là, aidée des soviétiques, qui sont donc éliminés. Il y avait eu aussi beaucoup de gens, notamment les dirigeants faisant du parti du travail de la Corée, c'est-à-dire du parti communiste clandestin, sous le joug japonais, qui, quand le Nord est devenu soviétique et communiste, à l'époque plein d'espérance, s'était réfugié au Nord. Et il y en avait notamment qui avaient une place importante dans l'appareil, un vice-premier ministre, par exemple, l'ancien dirigeant du Parti du travail coréen, réfugié du Sud au Nord. Alors, c'est la deuxième cible de Kim Il-sung. Il a éliminé les communistes venant du Sud, au profit, en poussant ses pions. Ensuite, dans les années 50, il a éliminé les communistes pro-soviétiques, c'est-à-dire qui étaient trop près des soviétiques et qui étaient un peu comme le bras armé de l'URSS dans le parti du travail, c'est-à-dire dans son parti. Éliminer leur suicide, enfin bon, donc toutes les joyeusetés du genre, en fait, ce qui s'est reproduit beaucoup par ailleurs. Et puis alors les derniers qui y sont passés, ce sont les communistes pro-chinois. Il y avait une faction, on s'appelle la faction Yan'an, dans le Parti communiste nord-coréen, et qui a été éliminée sur la fin des années 50. Donc Kim Il-sung a réussi à éliminer tout le monde. Qu'est-ce qui reste dans le régime? Il reste les anciens membres de la guérilla anti-japonaise, comme lui, du Nord, et sa famille. Il a mis sa famille au poste clé. C'est un régime typiquement coréen qui fonctionne sur le clan, sur la famille. Et il le dote d'une invraisemblable idéologie. Alors, donc une fois que tout cela est fait, tout est nettoyé, ma foi, personne n'a tiré le mot de l'extérieur, parce que personne n'a moyen de le faire. Et en fait, à partir des années 60, un peu à l'imitation de Mao, dans le fond, avec son petit livre rouge, il se lance dans une idéologie maison, qui s'appelle le Juche. Le Juche, il publie un livre, etc. C'est devenu le livre saint, bien sûr, de la Corée du Nord. C'est un peu comme le petit livre rouge, mais c'est encore moins marxiste. C'est un peu, ça, on ne sait pas trop comment traduire. Ça peut traduire voix coréenne ou communisme coréen, ou enfin, bon. C'est quoi le Juche? C'est une idéologie de l'autodéfense, c'est-à-dire une idéologie d'emblée militariste, hein, qui fait d'ailleurs vivre la Corée du Nord dans une constante paranoïa. C'est une idéologie de l'autosuffisance économique. Ça ressemble un peu au maoïsme. Ça ressemble un peu au communisme albanais. Quand on s'ébrouille avec tout le monde, on ne peut plus compter que sur soi. D'ailleurs, ça a été, pour cette raison, parmi les pires, hein, bien entendu. La lutte sera chaude entre le régime nord-coréen, le régime albanais, le régime roumain, et bien sûr Staline. La médaille d'or, le grand prix spécial du jury. Mais autrement, la lutte sera chaude pour reconnaître le pire de ces régimes. La Corée du Nord, dans les dernières années, tient quand même une sérieuse option sur la médaille d'or. Donc, effectivement, le Juche, et c'est l'indépendance politique vis-à-vis de qui que ce soit. Et en fait, il a eu du bol, il a eu de la chance, Kim Il-sung, parce que les Russes et les Chinois se sont brouillés sur les questions nucléaires dans l'hiver 60. Donc, il a pu jouer des deux. Il a pu aller acquérir des subventions, des alliances, des faveurs, dans les deux formes de communisme devenus rivaux, et qui n'avaient envie ni l'un ni l'autre que l'autre reprenne pied en Corée, voit une alliance trop étroite avec la Corée du Nord. C'est ce qui lui a permis de survivre. Avec son Juche, bien sûr. Pour le reste, c'est un des plus atroces des régimes communistes. Hein.
c'est du stalinisme cryogénisé, le régime du Nord. C'était merveilleusement décrit par un journaliste, un livre qui s'appelle, le nom est plus le nom de journaliste, je ne me souviens pas, dans un livre qui s'appelle Au pays du grand mensonge. Il est allé facilement, parce qu'en France, à Paris, il y a une agence spécialisée pour les gens fascinés par le régime nord-coréen, qui organise des voyages en Corée du Nord, si ça vous intéresse. Il y a des destinations pluriantes, hein, mais et alors il raconte comment fonctionne le régime, avec une grande naïveté, hein, d'ailleurs, parce qu'il raconte tout ce qu'on sait, bien sûr, des régimes communistes. Donc évidemment, c'est des éléments qu'on commence à connaître. Hein. Il y a c'est d'abord une logocratie, c'est-à-dire c'est une idéologie qui se parle, qui ignore totalement la réalité telle qu'elle va. Hein. Les succès du communisme, Juche, etc. La propagande en est pleine, alors comme vous disiez, entre 2 et 3 millions de gens sont morts de faim dans les 15 dernières années. Mais c'est les succès impétueux. C'est aidé d'ailleurs parce qu'il laisse rentrer des journalistes, et c'est fascinant de voir. Je regardais un reportage en Corée du Nord, des journalistes probablement jeunes et incultes, et qui n'avaient jamais entendu parler de l'Albanie, mais c'était la même chose. C'est-à-dire que vous avez toujours, on vous montre, ils vous emmènent dans des fermes modèles, où on voit passer devant la caméra quand elle arrive un petit tracteur qui marche. Qui marche très bien. Voilà, exactement. On vous emmène à l'école de l'équivalent du soft cause local, rempli bien sûr, où une institutrice en tenue traditionnelle fait chanter des enfants beaux et bien nourris, un petit hymne à la mémoire de Kim Il-sung, à la gloire du régime, etc., avec tous ces enfants merveilleux, etc. La réalité, c'est 3 millions pratiquement de gens sont morts de faim, qui est une oppression de tous les instants, qui repose essentiellement sur la logocratie. L'important pour l'idéologie, c'est que personne ne la conteste en public, et que tout le monde parle comme le régime. C'est l'essence même du régime totalitaire. Le régime autoritaire, il vous dit la ferme. Le régime totalitaire, il vous dit parle comme moi. C'est déjà beaucoup plus oppresseur, avec une délégation complète de ce qu'on peut observer véritablement dans la réalité. Les témoignages sont très clairs. Donc une logocratie, une idéologie qui est partout. Hein. Les immeubles de Pyongyang sont sonorisés pour qu'on puisse entendre la musique des slogans, des mots d'ordre, etc. La population de Pyongyang, d'ailleurs, n'est pas choisie au hasard, elle est choisie sur des critères, évidemment, de fidélité au régime, même sur des critères physiques, parce que Pyongyang est la vitrine du régime. Là aussi, c'est fascinant, les reportages sur Pyongyang. Encore aujourd'hui, on peut trimballer les journalistes dans une naïveté complète, quoi. Ils croisent des gens avec des MP4 sur la tête, des lunettes de soleil dernière mode, et qui s'assoient avec eux dans des parcs pour leur parler du bienfait du régime. C'est juste des gens qu'ils ont croisés dans la rue, mais bien sûr. Donc, il y a bien sûr une nomenclatura extrêmement étroite, familiale, hein, c'est le régime concept qui décoiffe, la monarchie héréditaire communiste, il faut quand même la faire celle-là. Donc, très fort, où il y a, vous l'avez vu autour de l'invraisemblable cérémonie, là, on était, c'était entre Hollywood et d'enterrement de Kim Il-sung, qui a enfin réussi à débarrasser le monde de son inopportune présence. Vous aviez autour de la voiture le fils, donc le troisième. Derrière, il y avait son oncle qui est chef d'état-major des armées, le beau-frère de Kim Jong-il qui est chef des services secrets. C'est complètement délirant, hein, ça fonctionne. Donc une nomenclatura très étroite. Sur les 20 millions, pardon, sur les 24-25 millions d'habitants, il doit y avoir 1 500 000 membres du parti. La haute nomenclatura, c'est les postes essentiels, c'est à la rigueur 10 000 personnes, et puis la très haute nomenclatura, c'est entre 3 000 et 5 000 personnes. C'est le clic du clan dirigeant de la Corée, totalement soumis à la famille impériale. Enfin bon, donc une nomenclatura très étroite. Mais du coup, l'étroitesse de cette nomenclatura signale probablement la voie de sortie. Et là, on reviendra. Une paranoïa extérieure totale, qui permet d'entretenir une armée d'1,5 million de gens dans un pays exsangue, bien entendu. Alors cette paranoïa, elle est entretenue bien sûr par les incidents que l'on crée. Vous avez une présentatrice, celle qu'on voit toujours aux actualités nord-coréennes, que vous ne regardez peut-être pas tous les jours, mais quand il y a un incident, on voit toujours la même. Alors elle, c'est une grande fidèle du régime, qui est connue dans toute l'Asie pour son hystérie. Hein, les Coréens du Sud la regardent pour rire, quoi, et qui hurlent en disant encore une attaque de l'impérialisme, et des valets de l'impérialisme américain, ça fait partie du rituel, donc paranoïa extérieure. Et puis bien sûr un culte hystérique de la personnalité. Hein. Et tout voyage en Corée du Nord commence par il faut aller s'incliner rituellement devant la statue de Kim Il-sung, le fondateur vénéré du régime. Enfin, on pose là une gerbe de fleurs. Bon, on va s'incliner. Kim Jong-il, celui qui est mort à la fin de l'année, là, c'était légèrement moins pire, mais en vérité pas tellement. Lui-même, d'ailleurs, était un personnage très inquiétant, léger contraint. Il vit dans une espèce de cité interdite. Enfin, bon, un peu comme Staline, quoi.
un grand amateur de films d'action américains, bon, strictement interdit dans le pays, bien entendu. Donc c'est vraiment du stalinisme, ah oui, du chimiquement pur, quoi, véritablement. Bon. Avec peut-être la possibilité d'en sortir, certainement même parce que sous ce glacis, sous ce vernis, en vérité, les choses ont plutôt évolué. J'y reviendrai. Donc Kim Jong-un, troisième du nom, choisi, alors là, impossible de dire pourquoi, peut-être parce que c'était moins débile, héritier, alors il est héritier, on voit très bien comment ça marche, hein, le système nord-coréen. Chez Staline, c'était un système à double entrée, quoi. Il y avait l'État et le parti. Là, c'est plutôt un système à triple entrée à la chinoise. Il y a l'État subsumé sous le parti, dont l'âme lui-même est militaire. C'est un système à triple entrée avec l'État, qui a peu d'importance, dont les organes sont surtout destinés à la représentation extérieure et qui n'existe pas tellement en dehors du parti. C'est tout le problème du communisme, c'est qu'il détruit systématiquement l'État en l'englobant dans le parti. Il en fait donc tout sauf un État. Et puis, à l'intérieur du parti, visiblement, il y a une très forte influence de l'armée. Pour avoir le pouvoir, il faut être premier secrétaire ou secrétaire général du parti, président de l'État et président à la chinoise de la Commission de la Défense nationale. C'est pour ça que Kim Jong-un a été promu général en 2009. Il a une fulgurante carrière, donc on dirait tout un Syrien digne de ce nom. Donc en devenant général, il a 30 ans. Il est passé général, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si on sait très bien pourquoi. Ça n'a pas grand rapport avec son expérience militaire, donc c'était une façon de le promouvoir. Et effectivement, maintenant il est chef de parti, chef de l'armée et chef de l'État. Bon, c'est un système, alors évidemment, dont l'échec est total, hein, qui vit aujourd'hui de subventions extérieures, surtout sous forme de rations alimentaires, qu'il utilise et distribue en fonction de la soumission et de la fidélité politique de la population, bien entendu, et qui vit de chantage nucléaire. Voilà. Les subventions extérieures, ça vient d'où? De Chine? Oui, ça vient de Chine, ça vient des États-Unis aussi, puisque, pour des tas de raisons, j'y reviens, parce qu'il y a le chantage nucléaire et parce que personne ne veut les voir s'effondrer rapidement, et surtout pas la Corée du Sud. Donc, voilà. C'est un système exsangue. Encore une fois, il a fait 2 essais nucléaires en 2006 et 2009. On n'est pas sûr de quelle ampleur. 1 kilotonne, peut-être le premier, c'est même pas sûr. Oui. C'est-à-dire quand même la bombe d'Hiroshima. Et puis, il a une capacité de missile. Quand il envoie un missile, on s'arrange pour qu'il passe au-dessus du Japon. Pour bien marquer qu'avec une tête nucléaire, il pourrait faire quelques ravages, bien entendu. Donc le chantage nucléaire permet à la Corée du Nord, tenant en otage sa population, dont presque 3 millions sont morts de faim depuis 15 ans, de dire, bon bah écoutez, arrêtez-moi, je fais un malheur. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on discute de mon programme nucléaire maintenant qu'il est effectif? Qu'est-ce que vous m'assurez comme subvention, comme aide alimentaire, etc. Pareil, dans les 2 dernières années, c'est un peu moins pire, et que la récolte est un peu meilleure. Enfin, bon. Alors évidemment, comme toute économie centralisée communiste, ça n'a jamais fonctionné. Il ne peut pas y avoir de relation réelle entre l'offre et la demande. Donc on alterne pénurie, surtout pénurie alimentaire, pénurie d'énergie aussi, qui fait des boulets d'étranglement pour l'industrie, avec surabondance de biens dont personne ne veut parfois, c'est plus rare, ça peut arriver. Bon, la planification n'aboutissant jamais pour des problèmes de coordination insoluble entre les branches et les ministères, de centralisation de l'information, enfin des trucs, l'échec, l'URSS, quoi. La désincitation à l'effort, l'absence totale d'innovation pour faire, puisque la direction de l'économie est politique et elle est ce que veut le parti. Donc ça vivote. La haute nomenclatura vit pas mal, pas dans un luxe inouï, mais enfin, elle a quand même quelques privilèges et avantages, accès à des magasins réservés, bien entendu, à des quartiers réservés, à des téléphones portables même. Il y a 1 million d'utilisateurs de téléphones portables, encore il y en a. Un peu surveillé, bien sûr. C'est pas demain que nos opérateurs nationaux vont s'y implanter librement, mais enfin, donc il y a une certaine évolution. Là encore, je reviendrai. Avec cela, évidemment, il y a un contraste total de la Corée du Sud, qui est un pays très souvent cité. En 1950, la Corée du Sud avait un PIB par habitant inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 13e du monde en PIB comme en IDH. On arrive dans les 30 000 $ par habitant et par an, nous on est à 43. Qu'est-ce que vous appelez IDH? Indice de développement humain. C'est un Pardon. indice composite qui est fondé sur la natalité, le PIB par habitant et la scolarisation. Enfin, bref, donc qui est plus vaste que le PIB par habitant,
parce qui indique de manière plus large la prospérité. Le PIB par habitant, il peut être obtenu, par exemple, dans des conditions d'inégalité atroces, quoi, où la majorité de la population est dans la misère totalement. Donc l'IDH, c'est d'après une idée d'un économiste indien qui s'appelle Amartya Sen, pour essayer d'élargir ce qu'est véritablement le développement et la prospérité. Donc, les IDH élevés, bon, c'est l'Europe, c'est les pays de l'OCDE, quoi. Les pays développés, les plus développés de l'OCDE, le premier du monde, ça se numérote de 0 à 1. Le premier du monde, traditionnellement, c'est la Norvège qui est à 0,97, 98, c'est-à-dire qui est au sommet. La France, au-delà de 0,90, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose. Non, c'est ça, voilà, il n'y a plus de hiérarchie, on ne sait plus vraiment ça. L'IDH élevé, c'est au-delà de 0,8, hein, la Corée est à 0,82. Donc, effectivement, on est dans un excellent niveau de développement qui tient du miracle économique. Alors, les miracles en économie, c'est assez rare. Ça s'explique tout à fait bien, on va voir évidemment comment. Ça avait mal démarré plutôt, puisque donc c'était pauvre, très rural, très arriéré, très peu industrialisé, dictatorial. Malgré les élections de 48, de 48 à 60, s'installe un de ces régimes qui ressemble plus à Salazar qu'à Franco, de rente, gouverné par un général qui veut faire vivre la Corée ordinairement, comme Salazar, le Portugal. Et puis, dans les années 60, il y a eu des étudiants, je passe sur les détails, il y a une tentative de démocratie auquel met fin un général, le général Park Chung-hee, qui s'est révélé être le franco-coréen, avec tous les aspects sombres de Franco, répression, antidémocratique, mépris des droits de l'homme, et puis une relative efficacité économique. C'est-à-dire qu'à partir de Park Chung-hee, qui est au pouvoir de 61 à 79, et la Corée connaît un premier développement économique. On parle d'ailleurs de modèle coréen. Ça se fait de manière assez désagréable sur le plan politique. En 72 même, il gagne très laborieusement des élections à la fin des années 60. Donc en 72, il se fait une constitution, il interdit toute opposition, tout le mouvement ouvrier, avec un volontarisme industriel, un investissement direct de l'État, on va y revenir, ce qui crée une espèce de modèle coréen. Donc ce franco-coréen, le général Park Chung-hee, a eu une forme d'efficacité, a permis d'une certaine manière le décollage industriel de la Corée. De manière très typique, probablement très confucéenne aussi. La vérité, c'est ce qui marche, et surtout, la réalité, c'est le changement. Donc il y a une capacité d'adaptation tout à fait extraordinaire. Le slogan de Park Chung-hee, c'était l'efficacité. On retrouve ça d'ailleurs en Chine aujourd'hui, avec un volontarisme de l'investissement, la création d'immenses groupes. Typiquement, le mode de production asiatique, c'est un concept inventé par Marx, très alambiqué, qui ne comprenait pas comment marchait l'Asie, ça ne cadrait pas avec ni le féodalisme, ni le capitalisme, c'est le mode de production asiatique. Bon, je reprends l'idée, mais pas le contenu du concept. Le mode de production asiatique, en réalité, c'est un reflet de la société, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tous les pays d'Asie une société qui fonctionne très largement par clan, et économiquement, ça donne des entreprises claniques. C'est-à-dire des entreprises souvent géantes, qui ont pour logique une diversification à partir de certains nœuds technologiques, des technologies qui peuvent s'appliquer à des secteurs extrêmement différents et qui visent la couverture maximale du champ économique. Alors, on les appelle les keiretsu au Japon, autrefois les aibatsu, on les appelle les chaebol en Corée. Des entreprises géantes qui font presque de tout à partir de quelques nœuds technologiques qui permettent de développer différentes choses. Alors, on les connaît, c'est Samsung, Hyundai, LG, comme Lucky Gold Star, qui est une entreprise coréenne. Bon, Samsung aujourd'hui est... Kia. Oui, absolument, Kia, etc. Donc bon, ce sont là encore des entreprises gigantesques, des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés. Donc les économies asiatiques, et notamment l'économie coréenne, sont des économies tout à fait capitalistes. Accumulation du profit, appropriation privée des profits, entreprises dans des mains privées. Mais dans lesquels le mécanisme de marché, de libre concurrence entre entreprises, ne joue qu'un rôle limité au profit de l'organisation interne de firmes géantes. La concurrence joue entre ces firmes géantes. La main-d'œuvre est gérée par l'entreprise, on ne vous met pas au chômage, mais on vous met à mi-temps en attendant de vous outplacer dans une autre boîte du groupe, etc. Une espèce de capitalisme clanique, si vous voulez, si on peut prendre un concept plus économique, un capitalisme qui doit plus à l'organisation qu'au marché. Prendre des concepts d'économistes européens comme Williamson, pour ceux que ça intéresse. Donc la Corée donc, se développe d'une manière extraordinairement pragmatique. On est très loin du tout libéralisme, puisque la Corée utilise volontiers l'interventionnisme étatique, hein, l'investissement par l'État,
ou le crédit d'impôt ultra-volontariste dans les secteurs que l'État désigne comme stratégiques. L'idée, c'est de partir de micro-spécialités et de remonter des filières, hein, des microprocesseurs à toute la filière de l'informatique, par exemple. Donc, utilise volontiers le protectionnisme, mais pas du tout à la sud-américaine ou à l'africaine, pour des secteurs et de manière provisoire, de manière à permettre à une industrie dans l'enfance de devenir forte et ensuite d'aller conquérir des marchés à l'export. Alors, avec toute cette espèce de mélange, ce mix pragmatique, il y a un développement tout à fait extraordinaire de la Corée du Sud. Oui. Sous le regard bienveillant des Américains. Sous le regard tout à fait bienveillant des Américains. Très encouragé ce développement-là et cette spécialisation électronique. Mais bien entendu, qui ont tout à fait encouragé l'ensemble de ces secteurs et qui ont forcé, à partir de 1972, étant donné qu'ils commençaient à décoincer les rapports avec la Chine notamment, ils ont forcé à une réconciliation nippo-coréenne, coréenne, sino-coréenne. Non, pas sino-coréenne, entre le Japon et la Corée, entre la Corée et le Japon, par laquelle ils ont signé des accords de réconciliation. C'était pas tout à fait le traité de l'Élysée, hein, parce que la réconciliation est un peu moins chaude qu'avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, pour des raisons d'ailleurs un peu liées au traitement du passé par le Japon, de passons, on parlera dans d'autres conférences. Et donc effectivement, du coup, ça déclenche des flux d'investissement japonais. La Corée du Sud est en fait le lieu de la délocalisation organisée du Japon, qui délocalise dans les années 60 ses industries les plus polluantes, les plus travaillistiques, comme on dit, c'est-à-dire celles qui utilisent le plus de main-d'œuvre. Donc, avec tout ça, il y a un développement tout à fait extraordinaire. D'abord agricole, ensuite industriel. Aujourd'hui, on peut dire ils exportent à 40% de la balance commerciale, ce sont de l'électronique domestique et des automobiles. Et ils ont traité ces secteurs exactement de cette manière-là, un peu de protectionnisme, de l'investissement d'État ou stimulé par l'État, et on protège les branches provisoirement que l'on veut protéger. Donc on est vraiment hors idéologie, il y a soit le développement, modèle libéral, consensus de Washington, etc., qui est plutôt foiré, et puis là où il y a eu le développement des années 50-60, ultra-volontariste du tout État, l'hyper-protectionnisme à la brésilienne, les grandes entreprises nationalisées, le big push de l'investissement, rien de tout ça en Corée, le mix de ce qui marche, avec une variabilité des secteurs, une mutation des avantages comparatifs pour s'insérer dans l'échange, tirer de l'argent de l'export et ensuite réinvestir dans des filières que l'on remonte. Ça a formidablement bien marché. Formidablement bien marché. Alors c'est une société ultra moderne, la Corée. Hein. On parle souvent de cyber-Corée. C'est la société du tout informatique. Enfin, dans un restaurant, on peut commander à partir de bornes informatiques. Ils sont absolument dingues de gadgets. Il y a un développement de la robotique domestique. Enfin, il y a vraiment une systématique de l'usage des nouvelles technologies sur lesquelles ils travaillent énormément. On parlait tout à l'heure avec Wilfried de la manie des Japonais pour ça. Je crois qu'en Corée, c'est encore plus répandu. Enfin, c'est quelque chose qui est... ils ont fait le saut des technologies nomades, comme on dit, qui permettent à l'individu d'emporter son univers avec lui de la manière la plus extraordinaire. Il y a vraiment une sorte de fascination pour ça. Alors, il y a une espèce de réimplantation. C'est amusant de voir d'ailleurs comme ils traitent tout, comme ils ont traité leur développement économique. Il y a par exemple un phénomène sociologique et culturel qui s'appelle le Hallyu. Le Hallyu, c'est le goût pour le coréen. Tout ce qui est coréen, la valorisation du passé. Alors, ils font des reconstructions, type Hollywood, hein, un peu comme ce que décrit Umberto Eco dans La guerre du faux, mais sur les musées américains. Ils vendent le cinéma, par exemple, coréen, la littérature coréenne. Elle est pensée aussi comme un produit d'exportation. Ils ont parfaitement intégré la logique industrielle, la logique d'exportation, la logique de promotion de l'image, parce qu'ils ont très bien compris que l'image, la montée en gamme et en puissance de l'image de la Corée est un facteur de vente. Ce n'est pas un mépris pour la culture, mais c'est l'intégration sans aucun complexe de la dimension du produit économique et la dimension culturelle. Donc il y a un goût pour la reconstitution historique, il y a un goût effectivement, le cinéma coréen qui s'exporte, qui cherche à conquérir des prix, qui se fabrique selon un certain nombre de standards, qui fait de lui un peu des machines à Oscar, vous voyez, ça ne marche pas toujours bien sûr, mais c'est pensé très directement sur un modèle qu'on pourrait qualifier d'hollywoodien, mais en fonction de la promotion de la Corée. C'est une société donc à l'évolution extrêmement rapide, hein, là encore, dans lesquels les liens familiaux, les liens claniques jouent une importance, sont une référence de l'individu.
Là aussi, ça n'empêche pas des formes de liberté individuelle, de désir d'autonomie accrue, probablement dans la jeunesse comme dans toute la jeunesse asiatique. N'empêche que cette réalité clanique, cette réalité de la famille, joue un rôle clé. Elle joue un rôle clé dans l'entreprise, elle joue un rôle clé également dans l'identification de l'individu lui-même. Bon, c'est donc une société, on l'imagine encore à moitié développée. Il y a des aspects plus développés que nous. Enfin, il y avait les grands pôles universitaires, d'ailleurs fort chers, il y a un peu les mêmes hystéries face aux études qu'au Japon, avec des tas de boîtes à bac pour réussir le mieux possible, rentrer dans les meilleures universités. Bon, il y a aujourd'hui une bonne dizaine de très grandes universités coréennes, fort bien classées. Obama ne tarit jamais d'éloge le système coréen. Dans toutes les classifications internationales, le système scolaire coréen paraît particulièrement fort dans les matières scientifiques, mathématiques, ce qui lui donne la possibilité de former beaucoup d'ingénieurs, ce qui explique une grande partie de son avance économique. Enfin, il y a un certain nombre de très grands succès. Au milieu de tout ça, il y a bien sûr la confrontation avec la Corée du Nord, et il faut donc essayer de parler des perspectives, notamment en fonction de cette épée de Damoclès, si l'on veut. Il existe en Corée du Sud, depuis 1969, un ministère de la réunification qui a été créé par Park Chung-hee. Vous donnez une idée, Kim Il-sung, c'est un ancien partisan anti-japonais, officier de l'armée rouge. Park Chung-hee, c'était un ancien officier de l'armée japonaise. Ambiance. Donc, bon. Mais il a créé un ministère de la réunification très utile parce qu'il collecte toutes les informations de Corée du Nord. Les statistiques de la Corée du Nord sont aussi fiables que celles de Cuba, peut-être même plus. Donc, en fait, ils font des tas de calculs depuis que c'est devenu démocratique. Ils font des tas de calculs, c'est une source assez précieuse, en fait, pour connaître l'état réel ou moins irréel de la Corée du Nord. La Corée du Sud, j'oublie de dire d'ailleurs un truc, ça illustre de manière fascinante comment une dictature peut amorcer un décollage économique, mais souvent la continuité appartient à la démocratie. Et donc les JO ont été accordés à Séoul, vous s'en souvenez, en 88. Et en fait, le pouvoir, après bien les aventures, les pouvoirs militaires est revenu aux civils en 87. C'est un général qui a été élu président, mais il a perdu les législatives. Donc ça a entraîné ensuite des présidents successifs démocratiques. Le plus célèbre d'entre eux, de 97 à 2002, c'est Kim Dae-jung, prix Nobel de la paix 2000. Vous voyez bien, vous le connaissez. Donc pourquoi? Pour sa politique du Sunshine Policy. La Sunshine Policy, c'est la politique du rayon de soleil, c'est-à-dire de rapprochement avec la Corée du Nord. En 72, il y a eu une diplomatie du sport, comme la diplomatie du ping-pong, les Américains envers les Chinois. On s'est rapprochés, on a fait des équipes communes de tennis de table, je ne sais plus quoi, de foot, je crois. Il y a une délégation commune au JO de Séville, avec un drapeau réunifié, etc. Donc l'idée de la réunification, comme l'esprit de Dieu plane sur les eaux. Il y a effectivement la Sunshine Policy qui a été vraiment lancée par Park Dae-jung, qui est probablement un peu la matrice de ce qu'on peut faire, une des perspectives de la Corée. Il ne faut pas se laisser abuser par l'affrontement Corée du Nord, Corée du Sud. La démocratie a continué le développement, sinon j'ai du mal avec mon fil d'idée, parce que la démocratie assure une meilleure gouvernance d'abord, c'est-à-dire une certitude plus grande aux investisseurs, si on veut, des lois mieux appliquées, et puis souvent, elle aboutit quand même à une redistribution des richesses un petit peu plus équitable. Au-delà de l'équitable et de la justice, il y a le fait que du coup les marchés peuvent s'accroître. Quand le pouvoir d'achat de la masse augmente, les marchés peuvent s'étendre. Très souvent, le goulot d'étranglement d'un pays qui commence son développement, pourvu que ça n'arrive pas à la Chine, c'est l'étroitesse de l'élite et la concentration des richesses. Ce qui fait que les marchés demeurent étroits et le développement s'arrête parce qu'on ne peut pas compter sur l'élite pour être entièrement composé de clones de Mère Teresa, et donc la redistribution n'est pas spontanée. Donc il faut effectivement, très souvent, la représentation au sein des instances de gouvernement, de groupes sociaux élargis, ce qu'on appelle la démocratie donc, permet la continuité du développement. Meilleure gouvernance, peut-être aussi choix plus rationnel parce que plus débattu et non enfermé dans la pure expertise technique. Donc ça me paraît un cas relativement d'école. Donc à partir de 87, la démocratie est vraiment rétablie avec l'idée du rapprochement au Nord. Je disais, depuis 69, il existe un ministère de la réunification. Il y avait beaucoup d'obstacles. L'obstacle des blocs, impensable, tant qu'il existait des blocs. Il est bien évident que jamais les États-Unis n'auraient réussi à reconstruire le Japon, à contrôler le Japon, si vous préférez, sans avoir le pied en Corée du Sud.
la Corée eût été entièrement communiste, que la position américaine au Japon eût été beaucoup plus fragile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un verrou absolument indispensable. C'était... Enfin, il est bien évident non plus que ni l'URSS, ni la Chine communiste ne pouvaient abandonner la Corée du Nord, se trouvant directement en contact avec les puissances capitalistes. En plus, quand on dit en contact, c'est pas le contact le plus pacifique. Il faut que je retourne carrément dans ma Ça, c'est clé. en Corée? C'est une maison française en Corée? Oui, absolument. En Corée du Nord. En On Corée l'a du Nord. Oui, c'est l'a la maison apporté de- pierre par pierre comme les plans. C'est la maison de Kim Il-sung, absolument. Où est-ce que je vais retrouver ça? Zut. Oui, ordinateur. Oui, ordinateur, pardon. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement militarisé, hein, bien entendu. Je dois avoir un bon truc. Militarisé. Ultra militarisé, oui. Ce serait mieux. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc vous avez là la carte, en quelque sorte militaire, l'affrontement Corée du Nord, Corée du Sud, avec l'implantation d'installations nucléaires coréennes du Nord et l'implantation ici des bases militaires américaines, lesquelles, si elles ne sont pas dotées en permanence d'armes nucléaires, peuvent l'être très vite, puisque je vous rappelle que les Américains sont ici et que, là en dessous, au sud de ma carte, sur l'île d'Okinawa, qui fait partie de l'archipel des Ryukyu, qui est japonais depuis 1878 et qui est la série de petites îles qui sont au sud du Japon pour se terminer pas très loin de Taïwan. Donc c'est nucléarisable en très peu de temps. Donc c'est une paix armée, comme on disait. Il y avait beaucoup d'obstacles à une quelconque idée de réunification, malgré le ministère qui porte ce nom, les Russes comme les Américains, les Chinois, etc. La disparition des blocs enlève beaucoup de cette impossibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser une réunification, comme ça s'est fait d'ailleurs pour l'Allemagne. Les Coréens consultent énormément les Allemands, c'est amusant, sur les techniques, les Coréens du Sud, les techniques de la réunification. Il y avait l'intérêt des parties prenantes. La Corée du Nord, bien évidemment, soit elle gagnait la guerre, mais enfin elle n'a pas gagné, soit elle était dissoute dans une Corée du Sud capitaliste. Ce n'était pas l'intérêt des gouvernants de Corée du Nord. C'est toujours pas le leur, mais peut-être que la situation est un peu entrompée. Alors il y a des affrontements un petit peu réguliers. Il y a la Corée du Nord pique des crises d'hystérie régulières. Alors il y a soit les échanges de tirs, bon, ça c'est assez fréquent, soit elle coule une frégate sud-coréenne qui ne lui avait rien demandé. La Corée du Sud répond dès qu'un bateau met une voile, si j'ose dire, dans son espace maritime, elle fait tirer. Ou alors la Corée du Nord envoie un petit missile sur les îles qui bordent sa frontière, mais qui sont quand même sud-coréennes ici, Pyongyang, et tue 3 personnes dans 2 civils. Bon. Donc c'est un peu retire-moi ou je fais un malheur. Enfin, on est toujours au bord de l'affrontement. C'est assez fréquent et c'est très ritualisé. La télévision nord-coréenne pousse des cris d'orfraie en criant à l'agression impérialiste, mais évidemment se garde d'aller plus loin. Le Sud promet des représailles, etc., mais ne va pas jusqu'à la guerre. Enfin, tout ça a un côté un petit peu rituel. La Corée du Nord n'a évidemment aucun moyen d'une nouvelle invasion. Elle a une capacité de nuisance considérable, avec son arme nucléaire dont on ignore en fait le niveau. Enfin, on n'est pas sûr, mais enfin, de toute manière, ça serait évidemment catastrophique, ce qui lui permet, encore une fois, de faire chanter les partis pour obtenir de l'aide. Il y a sans doute davantage un obstacle coréen. Il ne faut pas se faire un monde de la position de force de la Corée du Nord, de ses capacités d'invasion. La Corée du Sud, d'ailleurs, réagit souvent de manière bien plus cool que les Occidentaux. Je parle de la société et de l'opinion publique. Le surnom de Kim Il-sung en Corée du Sud, c'était la frisauté, parce qu'il avait toujours une permanente, une indéfrisable Marcel improbable sur toutes les images. Et donc, bon, et puis,
très franchement, je pense que dans l'opinion publique, en tout cas dans la jeunesse sud-coréenne, il y a une forme d'indifférence croissante à la Corée du Nord, de par la divergence des niveaux de vie. Alors, depuis la politique du rayon de soleil, le rapprochement de 72, et la politique de Kim Dae-jung, le président de 97 à 2002, les présidents sont élus pour 5 ans, hein, et il y a 299 députés qui sont élus, eux, pour 5 ans aussi, ça baigne dans l'huile. Hein. Il y a une alternance très régulière depuis les années 86, 87, etc. Ça se passe très bien, disons. Et Kim Dae-jung était président du Parti démocratique, c'est-à-dire parti de la gauche. Il a essayé 4 fois d'être élu, la 4e fois ça a marché. Et il a lancé ce rapprochement avec la Corée du Nord. Ça correspond assez bien avec ce qu'en pense dans le fond la société sud-coréenne. Hein, il y a des nationalistes, il y a une droite énervée, bon d'accord, il y a une extrême gauche pro-Corée du Nord, enfin, ils ne sont pas vraiment majoritaires. Et il y a une forme de divergence croissante et de réduction dans l'agenda des priorités du Sud de l'intérêt pour le Nord. Ça a permis des échanges avec les familles. La Corée du Nord a cru pouvoir souffler le froid et le chaud en disant bah, venez visiter vos familles, les familles qui se sont retrouvées. Et puis, en l'arrêtant brutalement, très souvent des négociations sont menées pour que ça reprenne, et ça s'arrête la veille de l'accord. La Corée du Nord fait bien ça. C'est vraiment une pression assez faible, parce que l'opinion de Corée du Sud ne mord pas tellement dans ce genre de choses. Mais il y a peut-être quand même un obstacle coréen. Bon, il y a d'abord, effectivement, l'idéologie du Nord. Cette idéologie du Nord, elle-même, elle ne doit pas tellement faire illusion. La dernière mise en scène, hein, c'est la mort de Kim Il-sung, etc. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez 3 zones, on les verra peut-être mieux, vous avez 3 zones Kaesong ici, Naijin ici, et ici Seoji, 3 zones économiques spéciales, c'est-à-dire des zones économiques ouvertes à l'investissement étranger. Ça, c'est pas une idée tombée du ciel, c'est la technique, l'idée chinoise des zones économiques spéciales de 1978, ouvertes par Deng Xiaoping. Donc il y a une reconversion amorcée de la Corée du Nord sur la voie chinoise, l'ouverture à l'investissement étranger. Dans ces zones, ça ne s'est jamais arrêté. La Corée du Nord a menacé les arrêter, mais alors celles de là, elles sont surtout à l'investissement chinois. Donc il n'est pas question qu'elle les arrête. Kaesong, elle a juré ses grands dieux qu'elle les arrête à chaque crise. Même dans le pire moment de la crise de la corvette, là, coulée par les Nord-Coréens, il y a des travailleurs du Sud qui viennent y travailler avec des travailleurs du Nord, et ça ne s'est jamais véritablement arrêté. Parce que c'est une des rares sources de devises. C'est une des rares sources de biens de consommation pour la nomenclatura. C'est pour ça que vous avez, et pour les gens qui y participent, vous avez aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez 1 million d'utilisateurs de téléphones portables en Corée du Nord. Hein. Parce que peu à peu s'introduit l'idée du mode de vie capitaliste, y compris dans les dirigeants, bien entendu, qui, au-delà de l'idéologie, ont surtout leur peau à sauver. Donc, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Probablement, on va voir avec Kim Jong-un, probablement une évolution à la chinoise. L'important pour la haute nomenclatura, c'est de se sauver la mise. Avec la politique des zones spéciales, le contrôle de l'investissement étranger, probablement une partie de cette nomenclatura est en train de préparer sa reconversion dans les affaires à la chinoise, où vous avez, dans la plupart des provinces en Chine, le principal dirigeant de la plus grande entreprise du coin est en même temps le chef du parti. Si on arrive à cette évolution-là, ça fait longtemps qu'en Corée du Nord, évidemment, plus personne n'adhère à aucun niveau à l'idéologie du Juche. Simplement, elle se parle et elle se continue, puisqu'elle est le régulateur, l'appui et la justification du régime. Donc on ne va pas la lâcher, cette idéologie. En revanche, évidemment, la haute nomenclatura ne souhaite pas renoncer à ses privilèges et se reconvertit là sans doute volontiers. C'est pour ça sans doute qu'elle a permis les zones économiques spéciales. Ça risque d'être un modèle de reconversion à la chinoise, à l'albanaise, à la roumaine. Plus le communisme a été dur, écrasant et moulinant de la société civile, moins il y a d'élites alternatives. Vous avez remarqué que dans les pays qui sont demeurés un peu libres, la Pologne, la Hongrie, il y a des élites alternatives. C'est-à-dire qu'on a vu des gens différents arriver, surgir d'une société civile qui existait encore dans son autonomie, qui s'étant formée à l'abri en Pologne de l'Église catholique, par exemple, même s'ils n'étaient pas catholiques, s'étant formée dans ces abris-là, il y a une pensée autonome de la société civile, une élite alternative qui a pu surgir. Dans les régimes les plus durs, en Albanie, en Roumanie, en Union soviétique, on voit les mêmes qu'avant. Ils ont changé d'étiquette, la nature du régime a d'ailleurs changé, je ne dis pas le contraire,
ils ont sauvé leur peau en se reconvertissant. Hein. Beaucoup de chefs de grandes entreprises roumaines sont des anciens de la Securitate, c'était la police politique de Ceausescu. Probablement la Corée du Nord est en train de préparer, lentement, doucement, avec des allers-retours, il y aura sûrement des luttes de factions, mais probablement l'obstacle idéologique de la Corée du Nord serait sans doute levé en direction d'une forme de réunification. Elle n'est quand même pas sûre, même si ça arrive, parce qu'il se peut que la Chine remporte la mise de l'investissement en Corée du Nord et qu'elle ait intérêt au maintien de la division à long terme entre un pays qui serait plutôt tourné vers le monde capitaliste occidental américain et un pays qui, dans le fond, lui appartiendrait quelque peu de par ses investissements. Donc ce ne serait pas un obstacle idéologique, mais un obstacle géoéconomique, géopolitique, géoéconomique de la Chine. Il y a un obstacle sud-coréen à la réunification, très net. La Corée du Sud est de moins en moins soucieuse de réunification, et elle ne la veut en aucun cas rapide. Comme l'ont très bien les témoignages des Allemands qui consultent beaucoup M. de Maizière. M. de Maizière, ça a été le dernier président, le dernier premier ministre de la RDA. Il était lui-même démocrate chrétien, c'est lui qui a mené la RDA aux élections interallemandes de 90 à la réunification. C'est un des grands consultants pour la Corée du Sud, et il explique que les Coréens du Sud veulent bien la réunification, mais ils ne veulent pas qu'elle coûte cher. Alors il leur dit c'est pas possible. Donc ils disent bon bah ok, on prendra plus de temps. Donc il leur explique un peu comment faire. La terreur de la Corée du Sud, des dirigeants à l'opinion publique, très franchement, jusqu'à un certain point, elles s'en foutent. Elle est divergente, ses modes de vie ont divergé. C'est pas que le sentiment national tend à diminuer, mais alors on les voit un peu comme les parents pauvres et la cousine de la campagne qu'il va falloir entretenir, quoi. Donc, et dans le fond, il y a un reflet de ça dans l'élite coréenne, qui disent mais c'est pas possible que ça nous coûte aussi cher que la réunification interallemande, parce qu'on n'est pas l'Allemagne, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est pas l'Allemagne. Pas encore. Oui, ils sont 2 fois plus nombreux et non pas 3 fois plus nombreux. Et puis l'Allemagne avait des capacités, avait un niveau de développement tel qu'elle a pu absorber la réunification, qui a quand même été un sacré choc. Donc, alors, et le modèle allemand, justement, il l'a reposé sur des bases politiques, qui ont coûté très cher, mais qui ont été remarquables sur le plan politique. Helmut Kohl, par exemple, il y avait d'autres options à l'époque. Le fondateur de Die Linke, le parti de gauche allemand, Oskar Lafontaine, par exemple, disait mais c'est de la folie de faire la réunification, c'est bien trop cher, ça va mettre en danger le système social allemand, allons-y graduellement. Helmut Kohl a dit c'est maintenant ou jamais. Et économiquement, il est vraiment passé par-dessus l'intendance, par exemple en déclarant, un truc hallucinant pour un économiste, mais génial politiquement, que 1 mark Est devait être égal à 1 mark Ouest. Ça veut dire qu'il a ramené les prix d'Allemagne de l'Est tout d'un coup au prix d'Allemagne de l'Ouest. Évidemment, l'économie s'est effondrée très vite en Allemagne de l'Est. Elle était pourrie de toute façon, mais elle s'est effondrée très rapidement. Mais il a fait ça pour obtenir l'adhésion politique des Allemands de l'Est qui n'avaient pas, du coup, l'impression d'être traités comme des Allemands de seconde zone. Mais ça a eu un coût énorme, absolument énorme. Donc, que l'Allemagne a financé, grande partie par l'impôt, partie par l'emprunt, grande partie par l'emprunt d'ailleurs. Donc, ça, c'est pas possible tellement ce scénario, et les Coréens du Sud n'en veulent pas. Ça a coûté beaucoup trop cher, nous n'avons pas les moyens, et puis, dans le fond, à quoi bon Donc, le plan de la Corée du Sud pour la réunification, c'est revenir, même la droite qui dit que non le fera, à la coopération avec la Corée du Nord, pour 2 raisons. D'une part, pour pas que le régime s'effondre. Parce que s'il s'effondre, il va falloir recoloniser, il va falloir vraiment y aller. Alors qui trouvera-t-on? Enfin, ça va être le scénario catastrophe. S'il s'effondre, il va falloir racheter la Corée du Nord, on n'a pas les moyens. Donc pour pas que le régime s'effondre, il faut l'aider. Il faut donc reprendre la coopération de développement à partir des zones, ce qu'a fait le président Kim Dae-jung. La deuxième raison au rapprochement intercoréen, c'est pour diminuer évidemment la capacité de nuisance du régime nord-coréen. C'est pour le calmer dans ses furies nucléaires et donc calmer petit à petit le jeu sur la péninsule. Donc première idée, c'est aider au développement. Il y a une idée induite d'ailleurs, c'est que quand le Nord prendra goût un petit peu au développement, il se rapprochera en mentalité, et sa volonté de se rapprocher du mode de vie du Sud, qu'il connaîtra forcément de plus en plus, sera croissante. Calcul n'est pas idiot. On continuerait par une phase, non pas de réunification, mais de confédération coréenne, où continueraient 2 entités, ce qui est en gros ce que proposait Oskar Lafontaine à l'époque de la réunification allemande, où cohabiteraient 2 entités avec 2 régimes dans une autonomie. Une confédération, elle gère ensemble en principe les questions militaires, la politique étrangère, le drapeau et la monnaie. Voilà, hein.
Ça s'appelle le one des deux côtés, mais pas la même valeur. Donc, effectivement, on pourrait faire ça. Et puis, ça se terminerait à long terme, alors il n'y a pas de terme donné, par une réunification définitive. Mais le projet du Sud, donc l'obstacle à la réunification, il n'est pas tant international et géopolitique, puisque les raisons de la guerre de Corée n'existent plus. Bien sûr, il y a la gesticulation, l'hystérie du Nord, qui est très largement, comme tout le reste du régime, un trompe-l'œil. Très largement un faux semblant, très largement la recherche, sans doute, d'une voie de sortie de la haute nomenclatura que la nomination de Kim Jong-un devrait pouvoir mener à bien. On va voir ce dont ça va se jouer dans des rapports de force avec l'armée. Et puis, du coup, ça se terminerait effectivement à long terme par une réunification pleine et entière. Donc au total, je voudrais insister sur vraiment le côté vraiment méconnu de la culture coréenne bien sûr, de son extraordinaire puissance économique d'aujourd'hui, de sa montée en gamme, et puis sur le côté assez trompeur dans le fond, de ce qui nous est sans cesse présenté comme le dernier conflit de la guerre froide, etc., la division intercoréenne, qui n'était pas aussi profonde que l'on croit, pour des raisons historiques et de sentiment national, pour des raisons d'échec, enfin, théâtrales du régime du Nord, pour des raisons de perte d'intérêt géopolitique de ce conflit. Si vous voulez, nous pouvons désormais parler de ce qui vous intéresse plus spécifiquement.